Pour découvrir l'Ouzbékistan, on peut d'abord le situer sur la carte du monde. Au cœur de l'Asie centrale, il fait partie des anciennes républiques de l'Union soviétique. Il s'étend entre la mer d'Aral et les montagnes du Pamir, et sa capitale est Tachkent. L'Ouzbékistan est donc une jeune république, née en 1991 de l'effondrement de l'Empire soviétique. Au cœur des villes, les statues de Tamerlan, le grand conquérant du XIVe siècle, ont remplacé celles de Lénine ou de Marx. La place Amour-Timour est le rendez-vous des joueurs d'échecs. On y croise certains professionnels. Les Russes ont fait école. Timour est le vrai nom de Tamerlan, aujourd'hui érigé en héros national. À Tachkent, ce musée célèbre ses conquêtes, d'Asie mineure jusqu'en Russie, de la Perse à la Syrie. Au cours du voyage, nous découvrirons de nombreuses madrasas, les écoles supérieures d'enseignement coranique. Elles furent presque toutes fermées à l'époque soviétique. Leurs bâtiments furent transformés en bibliothèques, en boutiques, en magasins d'antiquités, ou bien laissés à l'abandon. La madrasa Kukeldash a été construite au XVIe siècle. Après la période communiste, où elle avait été transformée en entrepôt et en musée, elle a été réhabilitée dans ses fonctions religieuses. Elle accueille aujourd'hui 250 jeunes qui étudient l'islam pendant une période de 3 ans. En Ouzbékistan, on a affaire à un islam tolérant, pondéré par des décennies de présence soviétique. Depuis l'indépendance, l'islam est redevenu une référence religieuse et identitaire. En revanche, les tentatives de certains mouvements extrémistes de l'ériger en système politique ont abouti à une sévère répression par le régime du très autoritaire président Karimov. En longeant la madrasa Kukeldash, on parvient au bazar Tchortsu. La grande halle centrale accueille le principal marché du centre de Tachkent. Depuis l'indépendance, les Russes sont une des minorités de la population ouzbèque. Parmi eux, les chrétiens orthodoxes peuvent célébrer leurs rites dans la cathédrale de Tachkent, dont l'origine remonte à 1872. Au XIXe siècle,
La madrasa Abdul Rasim était l'une des universités coraniques les plus réputées de Tachkent. Les élèves y étudiaient le Coran, mais aussi les mathématiques, l'astronomie, la littérature perse et arabe. Désormais, la madrasa accueille des boutiques et des ateliers d'artisans. On y voit travailler des graveurs sur bois, des céramistes, des peintres de miniatures sur boîte. On y achète aussi des tissus brodés et des bijoux. Une petite démonstration d'une méthode rudimentaire mais efficace pour récolter des fruits dans les arbres. Au cœur de la ville, la rue Sayelgor est surnommée Broadway. C'est la promenade préférée des Ouzbeks. On y déambule au milieu des petits restaurants, des karaokés, des échoppes de vendeurs d'antiquités ou de tableaux. La madrasa de Barakran a été bâtie au XVIe siècle. C'est le centre administratif du moufti de l'Ouzbékistan, le chef suprême de l'islam du pays. Face à la madrasa, la principale mosquée du Vendredi abrite une belle bibliothèque. Le moufti conserve précieusement, à l'abri des regards, le grand Coran d'Osman, considéré comme le plus ancien au monde. La plus grande église catholique d'Asie centrale est d'origine polonaise. Elle a été restaurée depuis l'indépendance. À la périphérie de Tachkent, certains quartiers d'habitation rappellent eux aussi l'influence russe. Nous restons dans l'ère post-soviétique avec l'Aksaray, le palais présidentiel d'Islam Karimov, cet ancien chef du Parti communiste, devenu à l'indépendance le premier président de l'Ouzbékistan. Nous quittons la capitale pour l'ouest du pays. Khiva était l'une des grandes étapes de la route de la soie. Le cœur de Khiva s'appelle Itchankala. Il est entouré d'une muraille de terre et de briques, longue de plus de 2 km. Si cette muraille trouve son origine au 5e siècle, son aspect actuel remonte à 1686. Par cette porte, on pénètre dans Konya Ark, l'ancienne citadelle,
qui était la résidence du souverain de Khiva, le Khan. Dans cette salle du trône, le souverain tenait ses audiences publiques, sous l'iwan en été et sous une yourte l'hiver. Au fond de l'iwan, la salle du trône. Elle était décorée en plâtre sculpté. Dans la niche centrale, qui faisait face au souverain, le Coran. En passant près de la mosquée d'été, on parvient au bâtiment le plus ancien de la forteresse, le bastion Akşehir Bobo, qui date du XIIe siècle. Du bastion, on découvre Ichan Kala, le centre historique de Khiva, élevé au statut de musée à ciel ouvert par les soviétiques en 1967. Khiva a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. Mais c'est seulement à partir de l'indépendance, l'année suivante, que la population a commencé à revenir habiter dans Ichan Kala. Aujourd'hui, 2000 des 40 000 habitants de Khiva redonnent vie à la vieille ville. On pénètre dans la vieille ville par l'Ota Darvoza, des portes de l'ouest. De là, le regard se porte vers la silhouette tronquée du Kalta Minor, le minaret court. Commandité par le Khan en 1852, le Kalta Minor devait s'élever à plus de 70 mètres pour être le plus haut du monde musulman. Mais sa construction fut abandonnée à 26 mètres à la suite de la mort du Khan. À côté du minaret, la madrasa Mohammed Amin Khan était l'une des plus grandes d'Asie centrale. Elle a été reconvertie en hôtel. Khiva comptait un grand nombre d'écoles coraniques. La madrasa Matiniyaz Divan Beghi est aujourd'hui transformée en restaurant. Ce minaret élancé marque l'entrée de la mosquée Djouma, la plus importante de la ville. Le plafond de la mosquée est supporté par 213 piliers de bois sculptés, reposant sur des bases en pierre. La mosquée a été achevée en 1788, mais ses colonnes les plus anciennes remontent au Xe siècle. Les riches pèlerins et les marchands venant en affaires à Khiva offraient parfois à la mosquée des colonnes sculptées dans le style de leur ville, qui venaient ainsi remplacer les piliers les plus âgés. Chaque colonne a donc son histoire, que reflète sa décoration. En longeant la petite mosquée Ak, la mosquée blanche, bâtie au milieu du XVIIe siècle, on parvient sur l'une des places les plus animées de Khiva. La madrasa Kutlug Murad Inak a été construite au début du XIXe siècle. Après l'agitation de la place, on retrouve le calme de la cour de la madrasa.
Elle fut la première de Khiva à être construite sur 2 étages. Au centre de la cour, on accède par quelques marches au sardoba souterrain. À droite, la coupole du Tim Al-Khuli Khan signale l'entrée du caravansérail, le plus grand marché de la vieille ville. À l'arrière du caravansérail, sous l'Iwan, c'est l'heure du déjeuner. Les plus jeunes se régalent des chachliks, les brochettes de mouton grillées au charbon de bois. Le poissonnier est fier de ses poissons pêchés dans le fleuve Amoudaria. Nous sommes à l'emplacement de l'ancien marché aux esclaves, devant les portes orientales de la cité, Palvan Darvosa. Ce sont les plus anciennes de la ville, elles datent du début du XIXe siècle, et de là, un long passage voûté nous ramène vers la vieille ville. À droite de la ruelle, la haute muraille protège le palais de Tashrauli, le palais de pierre. L'Arsraouli était la cour de justice du palais de pierre que fit construire le Khan Al-Khuli à partir de 1826. Chaque jour, le Khan rendait la justice. Il était installé sous l'Iwan. L'hiver, il se tenait sous la yourte. Les justiciables se présentaient à l'entrée de la yourte et le Khan décidait de leur sort, qui pouvait aller jusqu'à la mort. Pour le voyageur occidental, le lieu le plus chargé de fantasmes était sans doute le harem. Le harem de Tashrauli était composé de 5 iwans, se succédant sur le côté sud d'une longue cour intérieure. L'iwan réservé aux souverains était somptueusement décoré. Céramique bleu de Chine, colonnes finement ciselées. Les plafonds étaient peints avant leur assemblage, puis suspendus à des crochets. Chacun des autres iwans était réservé à l'une des 4 épouses légitimes du Khan. Face aux iwans, des habitations plus modestes étaient réservées aux parentes, aux domestiques et aux concubines.
Nous avons quitté le palais de pierre pour retrouver les sympathiques ruelles de Khiva. Ce religieux veille sur la tombe de Saïd Alaoudine, un maître du soufisme décédé pendant la période mongole en 1303. Le tombeau de Saïd Alaoudine serait la plus ancienne construction de Khiva. Par cette ruelle, on parvient au mausolée de Pahlavan Mahmoud, le saint patron de Khiva. Pahlavan Mahmoud était un curieux personnage, à la fois poète et philosophe, lutteur et maître fourreur. Décédé en 1325, il est entré dans le folklore local comme un héros, et sa renommée s'est étendue jusqu'en Iran et en Inde, comme patron des lutteurs et des poètes. Le mausolée de Pahlavan Mahmoud a été construit par les Khans de Khiva 5 siècles après sa mort, en 1810. Les parois et la coupole sont revêtues de majoliques décorées d'arabesques végétales dans lesquelles sont insérées les poésies de Pahlavan Mahmoud. Le tombeau du saint se trouve dans une pièce séparée. Elle abrite les tombes de 3 khans de Khiva, et derrière cette grille ajourée, le tombeau de Pahlavan Mahmoud. Les pèlerins se succèdent, jeunes mariés pleins d'espoir et couples en mal d'enfants. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Le vizir Islam Khodja a laissé son nom à l'ensemble monumental composé d'une madrasa et d'un minaret qu'il fit bâtir entre 1908 et 1910. Du haut de ses 45 mètres, le minaret domine le paysage de Khiva. Il avait en fait un triple rôle. D'abord religieux bien sûr, mais c'était aussi un observatoire idéal pour prévenir les attaques et un point de repère pour les voyageurs. En passant devant la madrasa d'Amir Toura, qui date de 1870, on rejoint les portes du Nord pour quitter la vieille cité de Khiva. À quelques kilomètres à peine, le palais de Nouroula Bey est une étrange synthèse entre les styles architecturaux de Khiva et de Saint-Pétersbourg. La décoration des plafonds, des baies de fenêtres et des parquets avait été réalisée avec l'aide de colons allemands. La salle d'apparat, vidée de ses meubles, paraît encore plus grande.
panneaux décoratifs en céramique proviennent de Saint-Pétersbourg. C'est le palais d'été de la cité des Tsars qui a servi de modèle à cette salle de réception. La visite du palais de Noroulabaï laisse une étrange impression. Un peu comme s'il symbolisait un monde disparu moins de 10 ans après, quand Khiva fut à son tour emporté dans le tourbillon de la révolution russe. Dans cette région, aucun véritable pont ne franchit la Moudaria. Alors on traverse le fleuve sur des barges reliées par des chaînes. À cause de la sécheresse, le pont de Bérouni ne flotte pas sur le fleuve, mais il repose sur le fond. À la lisière du désert de Kizilkoum, la forteresse de Toprak-Kala essaie de résister au temps. La citadelle s'est développée au 1er siècle avant Jésus-Christ, pour connaître son apogée comme capitale régionale au 3e siècle. Les archéologues russes commencèrent l'exploration du site juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans ces salles, les archéologues ont découvert des portraits royaux, des parchemins de cuir calligraphiés, des fresques représentant des roseaux, des tigres, des animaux fantastiques et des couples dansants. Tous ces objets sont aujourd'hui exposés au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Malgré les apparences, nous n'avons pas continué à dos de chameau. Mais nous avons déjeuné sous la yourte, dans laquelle Irtior, notre guide, va nous présenter deux grandes spécialités ouzbèques, le non et le plof. Alors comment tu l'appelles Non. C'est du non. C'est pour l'arrivée du plof. Oui. Alors explique-nous le plof. Alors, plof, c'est le plat traditionnel, donc le plat en fait de la fête ouzbek, toujours pendant le mariage ou pendant la fête de la circoncision qu'on prépare le plof. En fait, en général, c'est toujours avec du riz, avec, en fait, attention, je vous dis, avec l'huile de coton, mais là, on n'utilise pas avec les touristes en fait l'huile de coton, parce que c'est pas forcément bien pour en fait la constitution physique, je veux dire en fait pour le testin, exactement. Et donc avec carottes jaunes, avec du bœuf et avec du coin. Parce que je suis désolé, maintenant, c'est pas la saison de coin. Et normalement, les plofs sont toujours préparés par les hommes. Parce qu'on dit qu'ils sont très bons cuisiniers et qu'ils font en fait le plof, comment dirais-je, délicieux. Mais c'est vrai que dans certains bouquins, on peut trouver que le plof, partout présent en fait, en Ouzbékistan, si vous voyagez partout plof, en réalité, il faut avoir un bon accompagnateur, tout simplement. C'est juste une petite campagne publicitaire pour en fait changer la cuisine dans toutes les villes. Donc ça vous permettra de goûter
toutes les sortes, je veux dire toute la cuisine en fait ouzbek, qui est très très variée et qui est vraiment en fait délicieuse. Bon appétit. Merci. On a peine à croire que dans un passé lointain, les plaines du Khorezm étaient parsemées de marais. Ces terres nourrissaient une forte population, comme celle qui habitait dans la forteresse d'Ayaskala. Ces murs fortifiés ont été bâtis entre le 4e et le 6e siècle de notre ère. Avec l'assèchement des marais, les villes privées d'eau se sont éteintes, abandonnant leurs carcasses au vent de sable. De Khiva, nous allons remonter la route de la soie vers Boukhara. Après avoir retraversé la Moudaria, on retrouve les paysages du désert de Kizilkoum, ce qui veut dire les sables rouges. Ce désert qui fut parcouru pendant des siècles par des caravanes de chameaux chargés de soie est aujourd'hui le territoire des bergers nomades. La yourte est une tente de feutre soutenue par un simple treillis de bois démontable, ce qui rend son installation très rapide. La cuisine est installée à distance de la yourte et le jeune berger nous présente un des derniers nés. Cet agneau est de la célèbre race des Astrakhans. Et chaque jour au milieu du désert, le troupeau continue de s'agrandir. « 6 km à l'ouest de Boukhara, dans le village de Soumitan, la nécropole de Tchorbakr est un lieu particulièrement vénéré. C'est au Xe siècle que Saïd et Ahmed Abou Bakr, deux frères descendants directs du prophète Mahomet, furent inhumés à Soumitan. La réputation de sainteté des lieux attira très vite de nombreux fidèles. En 1560, une secte de derviches soufis fit élever un ensemble monumental composé d'une madrasa, d'une khanaka et d'une mosquée. La madrasa était le bâtiment central. À droite, on trouvait la khanaka, une halte pour le repos des derviches pèlerins. Dans les khanakas, on produisait aussi de nombreux manuscrits religieux. Précédée de son minaret, la mosquée était le troisième grand bâtiment de Tchorbakr. La prière est un des 5 piliers de l'islam. Elle est précédée de l'appel du muezzin qui résonne 5 fois par jour, à l'aube, à midi, au milieu de l'après-midi, le soir et la nuit venue. Pendant la période soviétique, la nécropole à l'abandon n'avait cessé de se dégrader. Après l'indépendance, Tchorbakr a fait l'objet d'une importante restauration, achevée en 2001. Dans l'ancienne khanaka, un père de famille brode, aidé par ses enfants.
bassin de Liabi House est le cœur de Boukhara. Il est bordé par la Ranaka Nadir Divan Beghi, construite en 1620. Elle a conservé son portail étincelant et un mihrab richement décoré. De l'autre côté du bassin, face à la Ranaka, Nadir Divan Beghi avait fait construire un caravansérail dont il espérait bien tirer profit. Mais lors de l'inauguration, le Khan félicita son ministre d'avoir fait construire un si somptueux bâtiment à la gloire d'Allah. Et Nadir Divan Beghi fut obligé de reconvertir son caravansérail en madrasa. Au nord du bassin, la madrasa Kukuldash a été construite au milieu du XVIe siècle. Avec ses 160 cellules sur 2 niveaux, cette madrasa était la plus importante de Boukhara. Elle abrite aujourd'hui des boutiques de souvenirs et des ateliers d'artisans. Cette façade de la mosquée Maghori Attari date de 1547. Mais le bâtiment principal, construit en contrebas, remonte au XIIe siècle. Enfouie sous des couches de terre, cette façade d'origine ne fut redécouverte qu'en 1930. Boukhara a aussi conservé ses coupoles marchandes, et c'est dans cette ville que l'on ressent le mieux le sentiment d'être à une étape de la route de la soie. La madrasa d'Oulouk Beg porte le nom de celui qui la fit construire en 1417. Oulouk Beg n'était autre que le petit-fils de Tamerlan, à qui il succéda à la tête de l'Empire. Après l'indépendance de 1991, les étudiants purent revenir dans les cellules de la madrasa. Mais le gouvernement préféra finalement la restaurer et l'ouvrir au tourisme. Elle abrite aujourd'hui le musée de la restauration de la ville. Le mausolée des Samanides est le monument le plus ancien de Boukhara qui soit parvenu jusqu'à nos jours dans son état d'origine. La dynastie des Samanides régna sur le pays au Xe siècle, et l'architecture du mausolée, en forme de cube couronné par une coupole, est une représentation de l'univers. Ce mausolée plus que millénaire ne fut redécouvert qu'en 1934, enfoui sous des tonnes de terre et de sable qu'il avait préservé. La mosquée Bolo House a été construite en 1712, mais son superbe iwan, taillé dans le bois de Karagach, a été rajouté au XIXe siècle. Chaque vendredi, on déployait des tapis rouges depuis la forteresse de l'émir, afin que celui-ci se rende à la mosquée
en vêtements d'apparat pour y faire ses prières. Pendant la période soviétique, on avait installé ici un club pour les travailleurs. Et c'est seulement après l'indépendance que les bâtiments retrouvèrent leur vocation religieuse. Pendant plus d'un millénaire, l'Arc fut la résidence forteresse des émirs de Boukhara. Mais son aspect actuel ne remonte qu'au XVIIIe siècle. À l'intérieur de ces impressionnantes murailles, bien peu de choses à voir, car la forteresse fut presque entièrement détruite par un incendie lors de la prise de la ville par l'Armée rouge en 1920. Nous sommes de retour près du bassin de Liabir House, où sur le traditionnel Tapchan, les hommes jouent au domino. Situé un peu à l'écart du centre de la ville, le Chor Minor est sans conteste le monument le plus original de Boukhara. Chor Minor signifie 4 minarets, mais ces tours à coupole n'avaient pas de fonction religieuse. Dans l'une d'entre elles, un escalier conduisait à une bibliothèque. Les autres étaient des éléments de décoration du corps de garde d'une madrasa construite en 1807. Nous revenons vers le cœur religieux de Boukhara. La madrasa Miri Arabe est l'une des plus réputées de toute l'Asie centrale. Bâtie en 1535, elle s'était au cours des siècles retranchée progressivement dans un obscurantisme religieux. Elle est redevenue, au XXe siècle, un prestigieux établissement d'éducation spirituelle musulmane. De nos jours, 120 étudiants y suivent un cycle de 5 ans, centré sur l'étude de l'arabe, du Coran et de la théologie, dans le but de recevoir le titre d'imam. Les cours se donnent dans la madrasa, qui n'est donc pas accessible aux non-religieux. Le marché au tapis se tient près de la mosquée. Boukhara est le plus grand centre de vente d'Asie centrale, et ces tapis proviennent en général des tribus turkmènes. Sur la coupole de la mosquée, l'inscription en caractère koufique proclame que l'immortalité appartient à Dieu. Sur la place de Poikalon, le minaret et l'imposant portail désignent l'entrée de la mosquée. Par sa taille, cette mosquée est la seconde d'Asie centrale. Elle devait en effet accueillir la totalité de la population mâle de la ville pour la prière du vendredi, soit de 10 000 à 12 000 personnes. Les origines de la mosquée remontent au 8e siècle, mais les bâtiments actuels datent de 1514 et le pavillon octogonal a été construit par le dernier émir de Boukhara au début du XXe siècle. L'esplanade centrale est ceinturée par une galerie de 208 colonnes
supportant 288 coupoles. La mosquée n'a été que partiellement rendue au culte et la salle de prière se réduit à cet espace. Nous sommes sur le toit de la colonnade, on reconnaît le double portail d'entrée de la mosquée, le minaret Kalion et sur la gauche la madrasa Mir-i-Arab. À l'époque de sa construction, en 127, le minaret était la plus haute tour isolée du monde. Il a survécu, au cours des siècles, aux dommages causés par les invasions et les tremblements de terre. Après l'ascension dans la pénombre des 104 marches, des vues s'ouvrent sur les principaux monuments de Boukhara. Au pied du minaret, la mosquée. Au loin, les vestiges de la forteresse de l'émir, l'Arc. Enfin, face à la mosquée, la madrasa Mir-i-Arab. Et du haut de ces 48 mètres, on frémit en pensant à ces condamnés à mort du XVIIe siècle qui étaient précipités, enveloppés dans un sac, du haut du minaret. À quelques kilomètres de Boukhara, le mausolée de Bahauddin Naqshbandi est un lieu de pèlerinage vénéré. Au-delà du portail s'étend un vaste complexe religieux avec en son centre la Ranaka construite au XVIe siècle. Ota-onalarning xizmatlarida bo'lib, domlalarning xizmatlarida bo'lib, hammalari baxtli taxlashishadi. Naqshbandi est l'un des fondateurs, au XIVe siècle, de l'islam soufique, dont les règles de conduite étaient basées sur le refus du pouvoir, la pureté spirituelle et le rejet de toute ostentation. Au cœur du site, le mazar, dans lequel se trouve le tombeau du saint. La queue de chèvre et le fanion blanc sont les signes traditionnels de la sainteté du lieu. Entre le XVIe et le XXe siècle, plusieurs bâtiments religieux ont été construits autour du mazar. Les restaurations sont récentes, toutes postérieures à l'indépendance. Comme souvent, le pèlerinage est empreint de superstition. Les pèlerins font plusieurs fois le tour de l'arbre qui aurait germé autour du bâton de Naqshbandi. Si autrefois les pèlerins se contentaient d'accrocher des vœux à cet arbre, désormais ils s'efforcent de recueillir quelques morceaux de l'écorce, au risque de faire disparaître le tronc en quelques années.
Au début du voyage, croiser un bus breton peut étonner, mais on s'habitue très vite à tous ces bus français qui ont trouvé une deuxième vie en Ouzbékistan. Le palais d'été de l'émir de Boukhara a été construit au début du XXe siècle. Et quelques années plus tard, en 1920, c'est dans cette cour que se tint le premier congrès du Soviet de Boukhara. Mais avant même d'en arriver à la Révolution, l'influence russe avait fortement marqué l'architecture du palais. Le Salon Blanc est une œuvre unique. Ses murs sont entièrement recouverts de plâtre blanc, ciselé sur un fond de miroir. La construction de ce palais des glaces dura 3 ans, pendant lesquels l'architecte refusa à l'émir l'entrée du chantier. Les différents lieux de vie du palais se succèdent. Nous sommes dans la salle de jeu. Dans ce salon se tenaient les secrétaires de l'émir. Cette vaste salle, richement décorée, servait aux banquets. Dans le salon, les portraits des 2 derniers émirs de Boukhara. Alim Khan s'enfuit en Afghanistan à la chute de la ville. Il y mourut en 1952. Mais avant d'en arriver là, l'émir avait bien profité de ses privilèges. Cette terrasse du palais d'été lui était réservée. De là, il pouvait observer à loisir le harem et ses concubines se baignant nues dans l'eau du bassin. Cet imposant portail était l'entrée du caravansérail de Rabat-i-Malik, construit au XIe siècle. Nous sommes sur la route royale, entre Boukhara et Samarcande. Du caravansérail ne reste que quelques vestiges. Le caravansérail était alimenté en eau par ce sardoba, un élément du système d'irrigation médiéval qui captait l'eau des montagnes. L'eau est un des grands soucis de l'Ouzbékistan, car l'Union soviétique avait spécialisé le pays dans la culture du coton. L'Ouzbékistan est encore le 4e producteur mondial et 80% de sa production sont exportés. Mais la culture du coton est très polluante et demande tant d'eau qu'elle a conduit à l'assèchement de la mer d'Aral. Dans la petite ville de Karmana, près de ce mausolée du XIe siècle, on bâtit une salle de prière selon les méthodes de construction traditionnelles. Nous restons à Karmana, où près de cette tombe d'un saint homme, on avait construit au XVIe siècle une Ranaka, une auberge destinée aux pèlerins. Désormais, l'ancienne Ranaka des pèlerins est devenue une mosquée.
De Karmana, nous reprenons notre route en direction de Chakrisaps, la ville natale de Tamerlan.